Keisha et Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, au 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons une artiste chanteuse et multi-instrumentiste de pop caribéenne. Ce qui lui a permis de se faire connaître du grand public, c'est la reprise du titre « Rêve en moins » de Patrick Saint-Éloi. C'est une artiste éclectique, multi-instrumentiste à la voix cristalline. J'émerge vie pour t'aimer à contre-vent. Je pleure, je ris, je n'explique pas, je le ressens. J'émerge vie, tu es mon parfait tourment. Je pleure, je ris, je n'explique pas, je le comprends. Elle est actuellement en tournée avec Easy Kenenga au Zèbre à Paris jusqu'au 22 décembre. Notre invitée de la semaine est Lissy Nice Jean. Alors, bonjour Lissy Nice. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. On est ravis de te recevoir. Il n'y a pas de problème. Alors, tu as 25 ans, tu es d'origine martiniquaise et guadeloupéenne. Alors, tu as vécu à Paris. Oui. Donc, toi, tu es chanteuse, auteure, compositeur et interprète. Tu es de pop caribéenne, de pop acoustique. Ouais. Alors, tu es aussi multi-instrumentiste. Donc, tu joues de plusieurs instruments, du piano, enfin du clavier, du piano, de la batterie. Tu es de la MAO, de la guitare, bien évidemment. Ça, ouais. on te connaît avec ta guitare. Alors, la musique, c'est une histoire de famille chez toi. Oui. Alors, tu rentres au conservatoire à l'âge de 8 ans. Tu as fait le conservatoire pendant 1 an, mais tu n'aimais pas le solfège. C'est ça. Donc, tu as décidé... J'ai continué sans solfège. Voilà, sans solfège. Tu as décidé d'arrêter le conservatoire. Alors, tu as commencé par la batterie vers l'âge de 10 ans. D'ailleurs, ton grand-père t'avait offert une guitare aussi. Ouais. Et tu as appris à jouer en autodidacte. C'est tu ça. étais vraiment super talentueuse parce que c'est... Ouais, mon parrain m'a appris les premiers accords, enfin 2 ou 3 accords, et après j'ai Et continué en autodidacte. En autodidacte. Ça n'a pas été difficile? Quand t'aimes faire quelque chose, c'est pas si difficile que ça. On va dire que le plus difficile, c'était la douleur aux doigts. Oui. Mais sinon, malgré le fait d'avoir les doigts en sang, des fois, je continuais parce que j'aimais ça en fait. Et je pense que quand on aime ça, on voit pas spécialement la difficulté. Et alors, tu as commencé vraiment très jeune. Pour une jeune fille de ton âge, qu'est-ce qu'on ressent quand on se retrouve sur scène aussitôt? Honnêtement, avant de faire mes premières scènes, je me disais que jamais je monterais sur scène parce que j'étais tellement timide. Je le suis toujours, mais c'est quelque chose qu'on apprend à canaliser avec le temps. Et surtout en faisant des scènes. Alors, ton parcours est assez riche parce que tu as commencé à faire des études de commerce, tu as fait aussi des études de cuisine par la suite, et finalement, tu as tout abandonné. Et alors, tu as été assez indécise pendant un moment concernant la musique. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer et à décider d'exercer ce métier? Je ne sais pas si c'est le fait d'être indécise, mais je pense surtout que c'est l'influence des parents et de l'entourage qui te disent le plus souvent, quand est-ce que tu trouves ta voie, quand est-ce que tu trouves un métier correct, entre guillemets, parce que pour eux, c'était juste une passion, comme pour moi-même. Ouais. On m'a conditionné comme ça, on m'a toujours dit que la musique, ça passait après. C'était une période assez conflictuelle, entre guillemets, on va dire, avec mes parents, parce que... Ils avaient l'impression que je faisais rien, en fait. Oui, moi, j'avais le sentiment de faire quelque chose parce que je faisais quelque chose que j'aimais, que j'aime toujours. Mais eux, ils ne le voyaient pas de cet œil-là. Et c'est seulement quand j'ai commencé à poster mes premières vidéos que ça a commencé à prendre de l'ampleur, qu'ils ont commencé à y réfléchir. Ça a été un peu plus difficile avec mon père qui m'a longtemps répété, jusqu'à il y a très peu, quand est-ce que tu trouves un vrai métier, quand est-ce que tu trouves quelque chose de plus certain, entre guillemets. Mais bon... Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris et ils m'encouragent, et surtout ma maman. J'ai une maman qui est aussi motivée que moi, et elle est là presque toutes mes prestations. Donc c'est plutôt très positif. Alors tu te fais connaître en 2011, c'était sur YouTube et les réseaux sociaux. C'est grâce à la cover, à la reprise de la chanson de Patrick Saint-Éloi, donc Rêve en moins. C'est ça. C'est là que tout a commencé. Oui, alors ça a beaucoup plu.
Donc, tu as commencé à être, enfin, tu as eu beaucoup de succès, ça a été sur toutes les ondes, sur les télés locales, etc. Ouais. Et c'est parti très vite. C'est parti très vite. Et pour la petite anecdote, on parlait de mes parents. Oui. C'est là que ma mère a pu découvrir ma voix pour la première fois. Parce qu'elle savait que j'aimais la musique, que j'aimais écrire, chanter, mais je ne le faisais jamais devant elle. Et mon père, pareil. Mon père, il l'a su, il m'a surprise dans ma chambre en train de chanter. C'est comme ça qu'il a su que je chantais. Mais ma mère, elle m'a découvert comme tout le monde, en fait, sur la toile, avec Patrick Saint-Éloi. Et tu t'attendais justement à ce succès avec cette cover, cette reprise? Pas du tout. Pas du tout. En plus, c'était vraiment fait à l'arrache. Comme je le dis dans la vidéo, la guitare n'était même pas accordée, ma voix non plus d'ailleurs. Non, franchement, je ne m'y attendais pas et c'était même pas le but. C'était vraiment le but de partager avec des amis, parce que j'avais des amis qui eux-mêmes ne savaient pas forcément que je chantais. Donc je me suis dit, vas-y, je vais partager un petit délire. Et j'étais en pleine coupure à ce moment-là, je travaillais. Et quand je suis rentrée du boulot, je vois les notifications qui ne s'arrêtent plus, les messages, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, et c'est là que j'ai compris et franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Et alors, des personnalités comme Kassav t'ont remarqué. Il y a le label Serenity Events qui te signe grâce à l'artiste Anthony Drou. Ouais. Et donc, ton premier single, Good Vibe, c'est Good Vibe le tout premier. C'était pas Aimé en fait. Le tout premier, c'était Good Vibe. Parce qu'on dit souvent Aimé, mais mais c'est pas un titre qui me tient à cœur dans le sens où il est sorti, il ne me plaisait pas comme il était. D'accord. Donc c'est pour ça que j'en parle jamais et j'ai pas peur de le dire d'ailleurs. Oui, parce que ça arrive souvent que Bien les sûr. artistes ne soient pas forcément satisfaits d'un produit qui sortait. Bon, à cette époque-là, c'est vrai que j'étais pas non plus encadrée par les meilleurs, entre guillemets, donc ça fait que les choses ont été faites un peu précipitamment. Ouais. J'avais pas encore l'assurance qui me permettait d'insister quand je voulais quelque chose. Donc je me suis un peu laissé faire, on va dire, donc c'est sorti comme ça. Mais c'est vrai que j'aimais plus le chanter en live que le faire écouter en version single. Alors en 2014, donc, tu sors le single Aimé, qui connaît un grand succès donc aux Antilles, en France, un peu partout. Il reste longtemps numéro 1 sur les ondes d'ailleurs, les télés locales, et il devient vraiment un tube. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si on peut déjà qualifier de tube, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est le titre que je chante à la fin. Complètement. Parce qu'à la fin, c'est souvent le titre qui met tout le monde d'accord, et même si dans l'ensemble, ils mettent tout le monde d'accord, on va dire. Oui, complètement. Mais c'est vrai que Aimé, c'est le titre. Le titre. Voilà, c'est en tout cas ce qui me concerne. Et d'ailleurs, tu fais la première partie d'Izzy Kenenga. Ouais. Qu'on salue d'ailleurs, la même année, donc, à l'Olympia. Ça te permet d'avoir une véritable communauté. Hein. Et tu as aussi fait la première partie d'Admiralty, de Missy Sadiq, de Black M. Ouais, j'ai eu de bonnes occasions. De très belles occasions. Est-ce que tu peux nous en parler? On va parler d'Izzy Kenenga surtout. C'était pas la première fois, mais la deuxième fois que je faisais une première partie. Il y a eu Fuck Lyrid là avant. Et lui, c'était vraiment... c'était déjà un artiste que j'aimais beaucoup à cette période-là. Et je pense que ça s'entendait un petit peu à cette période-là parce qu'on nous a beaucoup comparés. Oui, complètement. Mais au moment où j'ai fait cette première partie, ça a vraiment été un bon tremplin pour moi. Et jusqu'à maintenant, je leur remercie. Et puis, je pense que c'était une évidence aussi qu'on se retrouve sur scène à un moment parce que les gens nous associaient beaucoup et que nos univers musicaux en fait, se rejoignent dans tous les cas. Donc, c'était vraiment une scène à faire. Et c'est vrai que le public m'a vraiment bien accueilli ce jour-là. Et j'ai vu aussi les résultats sur les réseaux sociaux. J'ai bien vu qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont connu ce jour-là et jusqu'à maintenant me suivent, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'était un de mes meilleurs souvenirs, on va dire, dans mes débuts. Alors toi, tu es très influencée par les sonorités zouk, la musique traditionnelle, le compas, la R&B, le hip-hop, la variété française. C'est vraiment un petit peu de tout, la soul. Et tu chantes en français, en anglais, en créole. Est-ce qu'on a voulu à un moment donné te mettre dans une case, dans une famille musicale en fait? Je pense que c'est quelque chose qu'on a toujours essayé de faire. Ouais. Quel que soit l'artiste, je pense qu'on essaie toujours de nous mettre dans des cases. Et je pense que moi, on n'a jamais réussi. Mais le fait de ne jamais réussir à mettre dans une case, ça crée une nouvelle case. Donc on se dit juste, bon, c'est une artiste, point, en fait. Oui. On n'essaie pas de dire c'est une artiste zouk ou c'est une artiste dancehall. On n'essaie pas de me mettre... on essaie encore de chercher, mais en même temps, on me met à part. Donc c'est déjà me mettre dans une case qui me correspond, entre guillemets. Mais les gens sont déjà... Je pense que mon public est déjà averti. Ils savent déjà, ils ont déjà l'habitude de me voir changer un peu de style, un peu naviguer entre les styles. Et puis... Et je pense que c'est ce que les gens aiment aussi. Alors, parle-nous un petit peu de ce concept des concerts silencieux. Alors, les concerts silencieux, donc c'est un concept avec des casques. Oui. C'est-à-dire que
On donne rendez-vous à mon public dans un lieu où on choisit, en général des lieux insolites dans Paris ou autre, quel que soit le lieu, l'endroit où on choisit d'être, le département. Et donc ils viennent et ils réservent, enfin ils prennent un casque. En général, ça se passe échange de carte d'identité pour la sécurité. C'est clair. Et du coup, les gens, ça leur permet déjà de m'entendre en acoustique, parce que pour l'instant, je l'ai fait qu'en acoustique, mais d'être dans leur bulle en fait. C'est vrai que même quand on est dans les transports avec notre casque, on est un peu isolé de tout ce qui se passe autour et on est à fond dans le morceau et on fait attention à rien, quoi. On est sur le trajet, on est tranquille, on s'imagine même des choses inconsciemment, enfin on part loin, quoi, tu vois. Et c'était un peu le but de faire les gens se retrouver dans leur bulle et partir loin le temps d'un concert, en fait, se retrouver ailleurs. Même de vivre, Ben, franchement, j'ai eu de très bons retours, que ce soit à la fin des concerts même ou sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui revient justement, le résultat qu'on recherchait, c'est exactement ça. Les gens se sentent vraiment dans leur bulle et l'impression de m'avoir près de l'oreille, c'est un peu ce qu'on m'a dit. Pas pour m'envoyer des fleurs, mais ce qu'on m'a dit le plus souvent, c'est l'impression de m'avoir près de l'oreille. Et voilà, pour avoir l'artiste aussi en face de soi, je pense que c'est différent pour un public. C'est un concept que vous allez développer par la suite? Oui, on continue. Là, on prépare la tournée, justement. Donc, Caraïbes, bien sûr l'Hexagone, et même si on peut aller bien plus loin que ça, on le fera, quoi. Là, c'est juste une question d'organisation, d'avoir les contacts. Mais en tout cas, ça a l'air de prendre de l'ampleur. Alors actuellement, tu es en concert avec Easy Kenenga. C'est le 13 décembre. Donc ça va jusqu'au 22 décembre. C'est ça. Aux Zèbres de Paris. Ouais, aux Zèbres de Paris. Alors qu'est-ce que vous avez prévu à votre public? Alors le concept, en fait, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, on a des univers assez proches. Et le but, c'était de mêler nos univers, d'en faire un seul, et qu'on chante tous nos titres respectifs ensemble. Donc on en fait des duos, en fait. Tout simplement, je chante ses titres avec lui, il chante les miens avec moi. Et je pense que les gens, c'est pas je pense, je suis sûre, on nous a souvent demandé une collaboration, un featuring, mais souvent c'est ce que le public attend. Alors ça s'est pas fait parce qu'on a souvent été loin l'un de l'autre. Et en vrai, c'est seulement depuis cette année ou l'année dernière qu'on se côtoie un peu plus, parce que c'est vrai qu'Izzy, je le voyais pas souvent. Il y a toujours eu cette connexion artistique, mais personnellement, on se connaissait pas beaucoup. Et il a fallu qu'on se voit quelques fois pour confirmer cette connexion, justement, et qu'on se rapproche, qu'on tisse des liens et tout. Et au final, on a discuté du concept avec Bruno peu de temps après notre rencontre physique. On s'était déjà vu, mais c'est pas pareil, comme je l'explique. Juste après qu'on ait cette amitié, qu'on puisse vraiment être en condition pour collaborer ensemble. Et ça a matché, et puis je pense que les gens seront contents de découvrir ça. Alors ton album est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal? Toujours, ouais. Alors est-ce que cet album-là représente ce que tu voulais apporter à ton public, c'est-à-dire un album éponyme, vraiment Alors, je pense que, après, comme je pense pas faire un seul album, je pense que c'est un échantillon de ce que je pourrais proposer à mon public. Ce que j'ai voulu mettre en avant, surtout dans cet album, c'est un peu la diversité musicale, dû au fait que j'ai abordé pas mal de titres, pas mal de styles musicaux différents, de la pop rock à l'acoustique, au reggae, au zouk. Et j'aurais pu en mettre plus, mais je laisse un peu pour la suite, tu vois. Mais ouais, c'était avant tout représenter la diversité. Après, il y a d'autres aspects de ma personnalité que je compte un peu représenter à travers d'autres albums ou d'autres opus à l'avenir, quoi. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, bien sûr. Là, on parlait d'albums. Bien sûr, je pense à l'après. Alors, je compose pas forcément en me disant je compose un album. Je compose tout court et après on voit ce qu'on en fait, on cherche la cohérence entre tous les titres. Et c'est plutôt comme ça que ça se passe. Mais sinon, surtout des tournées, bien sûr d'autres titres à venir en single, des clips et tout ça. Et on va essayer de développer d'autres concepts aussi, de nouveaux concepts. De nouveaux concepts. On te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Alors, Lissy Naïs, ou plutôt devrais-je dire Lydie Sirdem. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Agnès Jean-Louis. Qui est Agnès Jean-Louis? C'est ma maman. Ta maman. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Alors, Lissy Naïs,
Derrière la personnalité que tu es se cache Lydie, un individu à part entière, avec son enfance, son histoire, sa famille. Qui es-tu réellement? Qui je suis? Alors, tu as parlé de l'enfance, mais on va dire une enfant assez introvertie. Introvertie, timide, presque renfermée, on va dire. Et j'ai été une enfant qu'on n'a pas souvent compris, on va dire. Enfin, sans parler des parents, on va dire dans mon quotidien, que ce soit à l'école ou autre, j'étais souvent incomprise. Au point que parfois, en ayant parlé à ma maman, donc maman qui fait très attention à ces choses-là, j'ai été jusqu'à atterrir chez un psychologue en fait, pour simplement que l'être humain me comprenne un peu mieux. Au final, psychologue qui n'a rien détecté de particulier. Enfin voilà, en quelques mots, l'enfant que j'étais, quoi, Lydie Siredem. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? En grandissant, j'ai pas toujours eu la possibilité de m'affirmer tout de suite. Enfin, j'ai longtemps vécu sur des craintes, et jusqu'à mes 18 ans. Je crois que la rébellion est arrivée un peu tard, à 18 ans, mais en tout cas, elle est arrivée fort. En quelques mots, voilà. Alors, à quel niveau te sentais-tu incomprise par tes proches, ta famille, et par les gens qui t'entouraient? C'était pas spécialement par les proches ou la famille, c'était plus par les personnes extérieures, en vrai. Comme je le disais, à l'école, au collège, au lycée. Je suis quelqu'un de très observatrice, mais je parle pas beaucoup. Enfin, je parlais pas beaucoup, surtout à cette période-là. J'étais tout le temps dans un mutisme, toujours les yeux dans le vide. Des fois, on me pense dans le vide, mais en fait, non, je regarde vraiment quelque chose. Mais ouais, j'ai été incomprise parce que j'étais pas comme les autres souvent. Bien avant de m'affirmer en tant que gay, en fait, j'ai toujours été une personne qui intriguait les gens. Et voilà, moi-même, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus, mais c'est vrai que j'ai souvent intrigué les gens, jusqu'à maintenant. Alors, tu es originaire des Trois-Rivières, à Basse-Terre. C'est ça. Donc, tu es née à Paris, tu as vécu à Paris jusqu'à tes 18-19 ans. Ouais. Puis, tu as décidé de quitter la métropole pour aller vivre aux Antilles pendant à peu près 3-4 ans. Ouais, 4 ans. Alors, pourquoi avoir fait ce choix à ce moment-là et le choix d'abandonner tout ce que tu avais ici pour aller... Je pense que j'avais ce besoin de me rapprocher de mes racines déjà, parce que j'en ai toujours été proche depuis très petite, depuis l'âge de 18 mois en fait. C'est vrai que maman m'envoyait souvent très petite passer quelques mois là-bas, un peu plus long que les vacances des fois. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, j'ai ressenti plus fort qu'à un autre moment le besoin de me rapprocher de mes racines. Et quelques raisons personnelles aussi qui m'ont poussée à franchir le pas et vraiment prendre le billet et partir définitivement, de base. Et ça m'a fait du bien. Alors, il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, beaucoup de bas, ce qui m'a poussée à rentrer après à Paris. Mais encore une fois, c'est un enrichissement, c'est beaucoup de leçons apprises, Et puis je pense que ça a un peu ouvert mon regard sur certaines choses. Et le but était de me rapprocher de mes racines, donc ça m'a aussi rapproché de mes racines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si je suis basée sur Paris, je ressens toujours le besoin de revenir me ressourcer, de revenir prendre un petit peu la vibe du pays, quoi. Alors, tu es très proche de ta maman, Agnès. Oui. Donc, on sent que c'est ta première fan. Elle est toujours présente pour toi à tous tes concerts. Comme elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est avec nous. Elle est là. Elle est toujours là pour te soutenir. Oui. On sent que c'est une maman très aimante. C'est clair. Que vraiment, Très aimante. que vous avez une relation fusionnelle, vraiment ouais, très proche. Le sentiment que tu es fille unique. Oui, je suis fille unique en effet, côté maman. Oui. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette relation mère-fille? Alors, mère-fille, c'est jamais évident. Surtout quand la fille commence à grandir et un peu vouloir voler de ses propres ailes. Mais c'est vrai que ma maman, ça a été ma base. En fait, c'est avec elle que j'ai grandi. C'est elle qui m'a élevée, même s'il y avait le papa à côté, que j'allais voir de temps en temps jusqu'à maintenant. Ça reste vraiment la personne qui a été là, en fait, tout le temps. Et bon, après, comme je le disais, une relation mère-fille, c'est jamais évident. Donc, il y a eu un moment de détachement, il y a eu un moment où je suis partie, où c'était un petit peu compliqué, conflictuel, mais je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Mais je pense que c'est des choses qui, malgré tout, contribuent aussi à renforcer un lien au final. Je pense que
une fois que la maman a franchi le cap d'acceptation, en fait, d'accepter que son enfant grandisse et qu'il faut qu'il vole de ses propres ailes, qu'il a aussi des choses à dire et qu'il ne faut pas toujours prendre les initiatives et les décisions à sa place. Je pense que là, le rapport mère-fille se renforce. Et en fait, c'est une fois que la compréhension s'installe, je pense que ça renforce les liens. Et une fois qu'on a mis les choses à plat, en fait, tout repart de plus belle et on renouvelle un peu la relation. Et, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé avec ma maman. Ça n'a pas toujours été évident, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai retrouvé ma petite maman. Alors, tu as l'image d'une femme forte, d'un garçon manqué. On a l'impression que tu as une espèce de carapace autour de toi. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que tu es une femme très timide, très sensible, qui n'aime pas les préjugés. Et Lycinaïs avec les tatouages, les locks, j'ai l'impression que c'est une manière justement de t'affirmer aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Aussi, c'est vrai. Bon, les locks et le tatouage, c'est plus pour le style. Ça me correspond pas mal. Après, c'est vrai que ça contribue aussi forcément à l'affirmation. Je pense que pour tout le monde, pour tous les tatoués, loxés, etc., c'est un peu pareil, je pense. Bon, les locks, peut-être pas. Mais ouais, garçon manqué, pour revenir sur ce mot-là, je pense que ça donne une fille réussie. Bon, ok, elle n'est pas de moi la phrase, mais j'y adhère. Mais oui, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez... Bon, là, on me voit plutôt détendue et tout, mais de base, je suis quelqu'un de très timide. Je peux paraître parfois, je sais pas, je dis ça comme ça, mais je pourrais peut-être paraître fermée ou presque hautaine. En vrai, c'est vrai que je suis quelqu'un de très réservé. Plus il y a du monde autour de moi, plus je me mets en retrait. Donc, quelqu'un de très sensible aussi. Donc, je suis en retrait, mais ça me permet de mieux observer ce qui se passe autour de moi, de mieux capter un peu les comportements autour de moi. Et, on va dire que je suis à la fois parmi tout le monde et à la fois extérieure, comme si je me dédouble. Du coup, je ne suis pas toujours disponible mentalement. Mais ouais, voilà, dans l'ensemble, sensible, timide et voilà. Mais à la fois, je fais ce qu'il faut pour m'affirmer de plus en plus et en même temps aider d'autres personnes à s'affirmer, pourquoi pas. Alors tu es jeune, mais tu as à la fois cette maturité qu'on ressent vraiment. On sent que tu as du vécu. Tu as eu un parcours qui a été semé d'embûches, forcément. Ouais. Alors toi, tu as décidé aujourd'hui de ne laisser personne te tirer vers le bas. C'est clair. Et je me pose la question, est-ce que tu as déjà été confrontée à un ou une perverse narcissique dans ta vie? Oui. C'était d'ailleurs à la période où j'habitais en Guadeloupe. Quand je parlais de raisons personnelles qui m'ont poussée à y aller, c'était en vrai parce que je vivais une relation avec quelqu'un qui était là-bas. Et cette personne, j'ai découvert après, en fait, j'étais encore assez naïve au niveau relations. J'ai pas eu 15 000 relations avant, du coup, je découvrais, c'était la première fois vraiment que je tombais amoureuse. Donc j'ai mis du temps à constater que j'avais une personne nocive à mes côtés. Et quand la personne est très douée pour te garder à ses côtés, bah, forcément, tu mets du temps à te réveiller en vrai. Mais c'est seulement après, une fois que ça s'est terminé, une fois que j'ai vécu d'autres choses et que je suis retournée sur mes pas pour réfléchir un petit peu à la situation, c'est seulement là que j'ai vraiment constaté qu'en fait, c'était une perverse narcissique que j'avais à mes côtés. Mais bon, je la blâme pas pour autant, encore une fois, tout sert et tout apporte des leçons. Donc, je me plains pas de ce qui m'est arrivé. Et puis, encore une fois, on provoque les choses. J'ai voulu partir, je suis partie, j'ai vu et voilà, j'en suis ressortie grandie, encore une fois. Toujours avec des séquelles, mais grandie quand même. Alors, l'amour n'a pas de secret, n'a pas de sexe. Donc, en novembre 2015, tu as fait ton coming out, dont le titre Moine et Méo. Alors, mon créole est un petit peu approximatif. T'inquiète pas, Moine et Méo. Voilà. Alors, est-ce que pour toi, ça a été dur, justement, de pouvoir t'assumer, de pouvoir le dire aux gens? On sait qu'aux Antilles, l'homosexualité est très mal perçue, qu'il y a encore, malheureusement, beaucoup d'homophobie. Et d'ailleurs, pas qu'aux Antilles, un peu partout. D'ailleurs, il y en a aussi en France, hein, on le sent, on le voit. Donc, est-ce que ça a été difficile pour toi? Et toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que finalement, tu aimais les femmes et non pas les hommes? Alors, je l'ai su très tôt déjà. Très tôt. Alors,
à l'âge où tous les enfants, honnêtement, à l'âge où tous les enfants découvrent la sexualité, se découvrent, commencent à se poser des questions, comment on fait des bébés, comment on fait ceci, cela. Je savais déjà qu'il y a quelque chose qui n'était pas comme tout le monde, en tout cas comme tout le monde autour de moi. Peut-être qu'il y avait d'autres enfants concernés, mais ça je l'ignorais à ce moment-là. Et à cette période-là, je ne connaissais même pas le mot homosexuel, je ne connaissais pas le mot gay, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Tout ce que je savais, c'est que j'aurais préféré être un garçon qu'une fille à cette période-là. Du coup, bien sûr, je traînais qu'avec les copains, je faisais comme les copains, je faisais tout comme eux. Si je pouvais faire pipi debout, j'aurais fait pipi debout. Mais jusqu'à en fait que je comprenne que, bien sûr, je regardais les filles aussi. Bon, pas avec le même œil qu'aujourd'hui, mais je regardais les filles quand même. Et jusqu'à que je connaisse, que les adultes, tout simplement, rentrent un peu plus dans les détails avec nous, qui nous expliquent, qui nous parlent de sexualité, on va dire. Et jusqu'à que je découvre l'homosexualité aussi. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je devais avoir peut-être 10, 11 ans. Mais c'est vrai qu'à 8 ans, 7, 8 ans, tu sais déjà que tu n'es pas comme les autres. Mais à 10, 11 ans, j'ai commencé à me dire, c'est peut-être ça. Mais c'était encore tabou à ce moment-là. Donc on se dit, bon, ça va sûrement changer un jour. Donc on laisse couler. C'est vrai que bon, toutes les copines, tous les copains avaient des meufs, des gars, des machins. Moi, j'étais pas trop sur ça parce que honnêtement, j'ai pas eu l'occasion en fait, je pense. Et puis j'avais pas envie non plus parce que j'étais pas comme tout le monde. Et après, c'est vrai qu'on m'a pas souvent embêtée, on m'a pas souvent posé des questions. Oui, est-ce que tu es, est-ce que tu n'es pas, ou t'as pas un mec, t'as pas une meuf. On me posait pas trop de questions. C'est vrai qu'on m'embêtait pas étant petite. Paradoxalement à ce que je disais tout à l'heure. Et c'est seulement j'ai assumé vers 18 ans en fait. Tout à l'heure je parlais de rébellion. Tout simplement je suis tombée sur une fille que j'ai aimée, dont je suis tombée amoureuse. Et enfin tomber amoureuse c'est beaucoup dur, mais il y a eu un coup de foudre quoi. Et je me suis assumée tout de suite. J'ai pas eu de mal en fait à m'exposer, c'était la première fois, mais j'ai pas eu de mal à marcher avec elle main dans la main, à l'embrasser ou autre. J'ai pas... Alors qu'avant, avant mes 18 ans, j'ai fréquenté peut-être 2 garçons. J'avais du mal à les embrasser, donc le reste, c'est même pas à peine de décrire puisqu'il n'y a rien eu à part ça. J'avais du mal à les embrasser, j'avais du mal à marcher main dans la main avec eux parce que c'était pas naturel pour moi en fait. C'était pas moi, j'étais un autre personnage, j'avais l'impression de ne pas être dans mon corps aussi. Comme quand j'étais petite, j'avais l'impression d'être un garçon dans un corps de fille. Mais en fait, la seule chose dont j'avais besoin, c'était de m'assumer, de tomber sur quelqu'un que j'aime. Et il s'avère que ce sont des femmes. Ça tombe que sur des femmes. Donc le jour où j'ai pu me délivrer de tout ça, j'étais heureuse en fait. C'est là que j'ai constaté que en fait, c'est juste qu'il faut arrêter de faire semblant, il faut être soi-même en vrai. Parce que j'ai constaté que ça ne changera pas. C'est pas à peine d'attendre que ça change, c'est pas à peine d'attendre la personne qui pourrait faire que ça change. Parce qu'il n'y a pas de super-héros, en vrai, on a juste à s'accepter comme on est, et voilà quoi. Alors, quelle a été la réaction de ta famille, de ton entourage, des proches? Alors, honnêtement, avec ma mère particulièrement, ça s'est assez bien passé. Surtout que la manière dont elle l'a su, j'en suis pas spécialement fière. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais honnêtement, elle a été la personne qui l'a le mieux accepté. Et le plus rapidement, on va dire, bien sûr, elle a eu peur parce que bon, il y a toujours un état de choc, c'est un peu logique. Les parents, ils ne s'imaginent pas forcément, ils n'y ont pas forcément pensé, même si peut-être c'est dans un petit coin de leur tête, ils ont peut-être imaginé que ça pourrait arriver, mais sans faire une fixation dessus. Du coup, avec ma mère, ça s'est bien passé, avec la famille aussi. Ça a été un peu plus compliqué avec mon père. Et pareil, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je pense que c'est aussi l'éducation qui fait ça. Il n'a pas été éduqué comme ma mère l'a été, il n'a pas la même ouverture d'esprit. Ça reste mon papa, ça reste un papa qui m'aime aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, on va dire que ça a été pareil avec les amis, pareil avec tout le monde. En vrai, je n'ai pas donné le choix aux autres. C'est surtout ça, je pense que la manière dont on amène les choses, ça définit comment les gens vont l'accepter. Donc je pense que le fait de ne pas donner le choix, entre guillemets, de me remettre en question ou d'essayer de me poser des questions mal à l'aise, le fait d'arriver juste en disant « écoute, je suis comme ça passe ou ça casse », t'as pas trop le choix en fait. Tu réfléchis à 10 fois avant de dire « bon ok, je t'accepte » ou « ok, bon vas-y, toi et moi, c'est pas possible ». Et j'ai pas répondu à ce que tu disais tout à l'heure. Tu me demandais comment ça s'est passé
avec les gens au pays parce qu'on sait que là-bas c'est assez tabou. Eh ben, honnêtement, le seul problème que j'ai eu, entre guillemets, parce que bon, c'est pas un problème en soi, c'était sur les réseaux sociaux. C'était plus les réseaux sociaux, bon, tu connais déjà le lynchage et compagnie. Les gens, ils se cachent derrière un clavier, un écran pour dire certaines choses assez désagréables, on va dire. Et parfois des choses très graves aussi, hein, des propos assez graves. Mais ça reste les réseaux sociaux en fait, parce qu'en vrai, quand je marche dans la rue, il n'y a personne qui vient m'embêter, il n'y a personne qui me pose des questions. C'est plutôt l'inverse, surtout au pays, la plupart du temps quand les gens me croisent, c'est plutôt de la fierté, c'est plutôt de l'encouragement, c'est plutôt des messages positifs en fait que je reçois. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème jusque maintenant au pays, bien au contraire. Tout se passe super bien, même sur scène, aucun problème. J'ai pas reçu de tomates, j'ai pas reçu de bananes. Tout s'est bien passé et Paname, c'est pareil. Honnêtement, c'est les réseaux sociaux en fait qui nous donnent une fausse version de la réalité en fait. C'est pas des gens réels en fait qui s'attaquent à moi. Dans la vraie vie, des fois les mêmes personnes qui te lynchent sur les réseaux, c'est eux qui vont te demander une photo dans la rue quoi. Donc, et puis ça, j'ai eu l'occasion de le voir, c'est pour ça que je le dis. Mais honnêtement, non, j'ai pas de problème. Je pense qu'encore une fois, on provoque les choses, notre attitude va définir celle des autres. Alors, il y a parfois des déceptions dans la vie, que ce soit en amour ou en amitié. De ton côté, tu as dû faire le tri pour éloigner les personnes manipulatrices, néfastes, négatives, et pour laisser le positif arriver à toi. C'est sûr. Donc, et tu as surtout dû apprendre à maîtriser tes émotions. Oui, c'est pas toujours évident. Jusqu'à maintenant, c'est difficile pour moi de maîtriser certaines émotions. Et j'ai souvent eu du mal à... Alors autant j'ai du mal à dire franchement, j'ai du mal à dire clairement comme ça ce que je pense là, spontanément. Mais quand je suis énervée, c'est différent. Ça sort comme... si ça sort, ça sort quoi. Et on m'a souvent reproché de ne pas garder assez le silence, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai que quand quelqu'un m'a déçu, je le laisse entendre. Et après, j'essaie de ne pas trop non plus être dans des messages haineux ou autres. J'essaie quand même d'être raisonnable, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que... Exprimer certaines choses sur les réseaux sociaux, je commence à limiter quand même. Parce que les gens qui sont extérieurs n'ont pas forcément tous les éléments, tous les paramètres, en fait, dès qu'il y a eu une histoire avec quelqu'un ou autre. Donc je pense que ça ne sert à rien. Et puis je pense qu'aussi, il y a une part de personnes qui se réjouissent de ces choses-là. Et au final, qui te font passer pour... la mauvaise, parce que c'est toi qu'on entend vociférer sur les réseaux, c'est toi qu'on voit se débattre sur les réseaux sociaux, donc c'est toi forcément qui a un problème. Du coup, mais je le maîtrise de mieux en mieux, ces choses-là, voilà, je règle le problème avec la personne concernée tout simplement. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'il n'y a personne avec qui j'ai un conflit, à moi ce que je ne m'en souviens pas, mais si je ne m'en souviens pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conflit. Donc aujourd'hui, tous les conflits sont réglés, on va dire. Et voilà quoi. Alors, Lissy Naïs, je sais que tu as l'amour de la guitare, l'amour de la musique, l'amour des textes. Donc tu es venue accompagnée de ta meilleure amie la guitare. Ouais. J'aimerais que tu nous interprètes un titre en 1 minute, un titre de ton choix, celui qui te fait plaisir, un titre qui te touche. D'accord. Merci. T'es sortis ensemble sans savoir nous décaler. Quand des bateaux s'en mettent, nous t'es partis à la dérive. T'es checké 9 fois, j'ai toujours gardé besoin de compagnie. Et moi, pas te savais que c'est aucun moi t'es aimé. Parce que, à ton rêve en moi, c'est pour moi t'es capoué. Et moi pas te faire toucher. À ton rêve en moi, c'est pour moi t'es capoué. Et moi pas te faire dire ça. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alors, Lissy Naïs, l'émission touche maintenant à sa fin.
Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question D'accord. ou de t'imposer un gage. Ok. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Je te À vois tous me les coups, ce sera un regarder. gage. Je te vois me regarder, genre, ok, ouais, Ce sera un je te gage, vois je déjà sais déjà. venir. C'est un gage, effectivement. Ah bah voilà. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité. Alors, voilà ton défi. Faut que tu chantes Bob Marley de Dadju avec un oh exceptionnel. Si le oh il n'est pas exceptionnel, mon gars, tu vas faire des jongles avec des talons. Voilà. C'est ça. 10 jongles avec des talons. Mais pas les talons, des talons. Ah, des... C'est des tacs qui sont longs. Voilà. Bien pointus. Non, moi, j'ai pas ça. Où on va trouver ça? T'inquiète, t'inquiète. Donc, tu vas nous ramener Il y ça. a Louis Des Vuitton, tas il y a qui Louis sont Vuitton à longs. côté. Oui, des tas qui sont longs. Voilà. Donc c'est ça ton défi, mon gars. Bonne chance. Ya. Je vais faire court. Parce que je connais pas les talons. Ah, donc ça va être le jongle avec les talons? Le jongle avec les talons. Oui, c'est ça. Il a dit Alors, les alors. talons dans les mains, c'est Voilà, ça non, talons aux pieds. Donc on a pris des talons et un petit ballon qu'il a trouvé. Alors, Lissy Naïs ne peut pas chanter le morceau de Dadju. Je veux pas l'écorcher, je connais vite fait la mélodie, mais bon, les paroles. Voilà, elle Voilà, connaît quoi. un petit peu la mélodie, mais pas les paroles. Je préfère faire Donc, un truc marrant. Elle pour s'est marquer dit le qu'elle allait choisir. coup. Attends, le je jongle sois avec, trop moche, tu sais. Faut que ce soit marrant, tu vois. Voilà, elle a les chaussures, les chaussettes de footballeur. C'est stylé, non? C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé, écoute. Mais tu sais, tu peux lancer une nouvelle mode avec ça. Hein. Pourquoi pas? Et là, il y a Oula. petit ballon. Je vais me casser une cheville, moi. Bon, alors, je sais pas jongler, bien sûr, mais bon, fallait choisir. Ça va pas être évident. Bon, ben, il n'y a que les chaussettes de footballeur. jonglé. Mais finalement, le jongle n'était pas top. Tu peux Hein. rentrer comme ça, non? Ah bah pourquoi pas. Écoute, merci je te beaucoup. jure, n'importe quoi. On me fera pas faire. Je vais mettre mes types de robes, là. T'es plus à l'aise là-dedans en Ah, plus. bien Hein. sûr. Franchement, Et j'ai déjà Ça, porté des talons, hein, mais là. bah, on n'est j'ai pas perdu toujours la- à l'aise j'ai là-dedans. perdu le pied. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à Franchement, toi. merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de te recevoir. Oui, ça me fait plaisir aussi. Je te fais la bise Il n'y a pas de problème. et je te dis à très vite sur ton concert aux Zèbres Pas de à soucis. Paris À bientôt. jusqu'au Jusqu'au 22 décembre. Voilà. Merci, Donc merci. surtout, n'hésitez pas à venir nombreux. À bientôt. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur son site internet www.lissinaisjean.fr. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mixabake et Chanasaf. À très vite.